Allô la planète ? Avec Eric Lange. Il y avait la tourtelle. Allô la planète ? Avec Eric Lange. Et il y avait encore la tourtelle dans le jingle, Stéphane. Alors quelque chose, il a mis tourtelle dans le jingle. Allô la planète, donc, ça va Flo ? Super, ouais. Et alors d'habitude on est dans mon salon et là je me suis délocalisé dans le salon de Flo et Stéphane. C'est une émission en public avec un tas de gens qui réalisent Allô la planète. Oui, il y a du monde ce soir. Oui. Voilà. En Ardèche, donc à Aubenas, on dit pas le S, on dit pas Aubenas, on dit Aubenas. En Ardèche. Alors pour tous ceux qui connaissent pas l'Ardèche, c'est en bas un peu à droite. Quand tu regardes la France. Lyon, Valence, on remonte et on est en Ardèche, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et voilà, c'est sympa, c'est mignon, c'est tout bien chez vous. Hein. Je suis déçu parce que vous deviez habiter dans un van. Alors on sent bourgeoise, tu parles, il me la joue. Depuis que je les connais, il me la joue beatnik, on vit avec des ânes, t'arrives chez eux, il y a des volets électriques. C'est vrai, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que cet embourgeoisement ? Bon, tous ceux qui sont là derrière et autour de nous, c'est ceux qui... Il faudra un jour qu'on fasse une émission uniquement consacrée à eux. C'est toutes les personnes qui, derrière, fabriquent le site web et la radio d'Allô la planète. Alors, vas-y, fais les présentations. Cite tout le monde, quand même. Alors, nous avons Angélique qui est là avec Yannick, Sarah et Julien qui sont là aussi. Alors, Angélique, elle s'occupe donc, elle s'occupe du blog. Voilà. Sarah et Julien donc s'occupent... pareil, travaillent sur le site et ils nous ont fait vraiment un super site web. Sarah est là-bas dehors sur la terrasse. Voilà. Sarah. On a Aude et Greg, donc Aude, l'émission avec mes sabots, donc qui est ici aussi avec nous. Nous avons Plex de Voyage Immobile qui est là aussi. Plex qui fait les jingles aussi, c'est ça ? C'est ça, voilà, lui nous fait les jingles. C'est toi qui as mis tourtelle dans le jingle ? Et non, c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà, il y a encore d'autres personnes qui travaillent avec nous mais qui ne sont pas là. Et qui n'ont pas pu venir because Covid. Ouais. Mais nous n'avons pas tout le monde. On a fait un petit séminaire Allô la planète ici pour discuter de comment on fabriquait tout ça, qu'est-ce qu'on allait faire après. On vous expliquera tout ça au fur et à mesure. On vous donnera des nouvelles via le web de toutes les décisions importantes qui sont prises ou pas. Et dans l'émission aujourd'hui, on sera tout à l'heure avec le camarade David, c'est ça, qui a traversé l'Australie à pied au départ et puis après il était en vélo et puis il a eu des tas de galères, il a été confiné en Australie. Il est revenu en France, ça y est. Donc il est revenu en France. Et on l'aura au téléphone tout à l'heure. Il y a Daniel qui est avec nous, qui est là derrière, salut camarade, et qui organise un festival chaque année, un festival de voyageurs à Mâcon qui s'appelle comment ? Périple et compagnie, qui cette année est annulé, because Covid, donc on en parlera aussi de tout, comment survivre, comment faire ces festivals et comment on va s'en sortir avec le Covid. Et puis en studio, nous sommes avec Anne-Lise et Maric, avec un K au bout. Absolument. Il faut ouvrir le micro de Maric avec un K. C'est le K au bout, c'est breton, c'est quoi ? C'est breton. Voilà, j'en étais sûr. Et Anne-Lise, Anne-Lise. Voilà. C'est le prénom que mes parents m'ont donné. Ouais, voilà, exactement. tout simplement. Et alors, toutes les deux, elles vivent de façon assez étonnante, puisqu'elles vivent sur un bateau, avec un piano dans le bateau, et vous allez de port en port et vous donnez des concerts. Alors, c'est toi, Maric, la musicienne ? Oui. Et Anne-Lise, tu accompagnes et tu fais des photos. Voilà. Du coup, je suis la photographe et la reporter du projet. Ouais. Photographe officielle du projet qui dure depuis quelle année ? Qui dure depuis 2015, où Piano Océan a largué les amarres pour la première fois du port de Sète. Après 2 ans de travaux pour installer le piano à bord, pour inventer et construire un ascenseur qui permette au piano de monter sur le pont pour donner les concerts et de redescendre le piano. Il est grand comment ? C'est un piano... C'est un piano droit. Un piano de droit, voilà comme dans les bars. Ouais, okay. Voilà, qui pèse ses petits 200 kilos, et donc il a fallu inventer un système pour le monter sur le pont et le redescendre à l'intérieur de la cabine arrière pour les moments de navigation, évidemment, pour que le alors pouf pouf, parce qu'on est on est en train de parler tout à fait naturellement d'un truc un peu quand même étonnant. C'est des gens qui habitent sur un bateau avec un piano, il y a un ascenseur pour monter le piano. On va reprendre un peu au début. Maric, toi, donc t'es musicienne, ton parcours avant d'arriver sur le bateau. Oui, j'ai un parcours de musicienne classique, on va dire. Ouais. J'ai fait des écoles de musique, une école de jazz à Valence. Ensuite, j'ai eu un groupe. J'ai tourné pendant plus de 7 ans de façon
standard, on va dire, avec un tourbus pour aller de concert en concert ou de festival en festival, comme tout groupe en tournée. Mais parallèlement à ça, j'ai beaucoup voyagé, notamment avec Anne-Lise en Irlande, où on jouait de la musique de rue. Et de là est né en fait en Irlande, avec la proximité des gens de mer, avec la proximité des voiliers qui étaient là-bas, etc. L'envie de non seulement voyager avec la musique, mais voyager par la mer avec la musique. Tu reconnaîtras quand même que c'est une idée un peu tordue de se dire je vais mettre un piano sur mon bateau et puis on va partir et on va faire. Enfin, faut y aller quand même. Faut aller la chercher celle-là. On en a eu des tordus qui font des trucs compliqués dans l'émission. Et là, quand même, tiens, on va se mettre plein de difficultés et. On n'a pas cherché à être tordu. En fait, je pense que c'était presque plutôt évident. C'est-à-dire. Oui, bien sûr, tous les jours, on se réveille, je vais mettre un piano sur le bateau. Je suis musicienne, j'ai envie de voyager par la mer, manque de peau, quelque part. Mon instrument, c'est le piano, c'est pas la guimbarde ni l'harmonica, donc va falloir trouver une solution. Ouais. Voilà. Et en fait, tout le chemin a été ensuite d'avancer pas à pas pour trouver cette solution, déjà apprendre à naviguer. On commence par quoi? Par le bateau? Oui, parce que le piano c'était fait, donc la musique ça s'était réglé. Donc tu commences par quoi? Dans l'idée, tu te dis bon, maintenant il faut acheter un bateau. Non, d'abord on va apprendre à naviguer. Ah, ouais, voilà. pas mal. Avant d'acheter un bateau. Non, parce qu'on en a eu des qui commencent par acheter le bateau, qui naviguent après. Hein. Ils galèrent bien, mais ils le font aussi. Donc toi, quand même. Non, voilà. En l'occurrence, moi, dès que j'avais 15 jours de libre entre mes études de jazz, etc., j'allais en Bretagne, à l'école de Glénan, qui est une école de navigation. Et je faisais des stages. Et j'ai accumulé comme ça des stages au Glénan pour pouvoir me sentir capable d'avoir un jour mon propre bateau. Et quand je m'en suis sentie capable, je me suis mis à la recherche du bateau qui serait idéal pour le projet. J'avais une petite idée en tête, mais il fallait absolument trouver un bateau dans lequel le piano rentre. Ouais. Et qui soit suffisamment grand donc pour accueillir le piano, mais en même temps suffisamment petit pour que je puisse le naviguer toute seule ou à deux à l'époque, parce qu'on a démarré toutes les deux la navigation. Et je suis tombée un beau jour sur le port de Lorient, sur Lady Flo, qui est une très belle goélette noire. Alors ça mesure combien une goélette Eh bien noire? Celle-ci, elle mesure 12 mètres. 12 mètres, je me rends pieds. pas compte, c'est grand. D'accord. 12 mètres, ça fait 12 mètres, c'est oui, quoi? c'est- Ça fait la salle, là, ça fait une grande pièce, un grand salon Un comme peu ça, plus ouais. grand. Un peu plus grand, ouais. D'accord. Et dans la catégorie bateau, c'est considéré comme quoi? C'est un grand, c'est un petit, c'est un moyen, c'est C'est assez moyen. C'est un bateau de voyage, en fait, ce qu'on va appeler. Donc, du coup, c'est un vrai habitable à l'intérieur. un bateau de voyage, c'est-à-dire que c'est un bateau qui est fait pour Fait pour traverser vivre. les océans et pour Fait vivre pour dedans. oui, D'accord. Tout à Ouais. fait. Ok, donc t'achètes ton bateau. Là, tu te dis, il faut me faire un ascenseur. Donc Là voilà. je me dis waouh, j'ai acheté un bateau. Maintenant, Ce truc. Maintenant, c'est là, ça y est, j'ai mis le pied dedans, je peux plus faire demi-tour. J'ai appelé Lily qui est à côté de moi en lui disant allô Lily, je crois que j'ai fait une connerie, mais je viens d'acheter un bateau. Donc elle a débarqué à bord et avec elle est venu un architecte naval qui s'appelle Denis Kergomar, qui est basé sur Sète, Bar-la-Rue-les-Bains exactement, qui m'a dit écoute Maric, descends ton bateau de Bretagne jusqu'à Sète et puis on va trouver les solutions pour installer le piano à bord. Et c'est là qu'on a passé 2 ans à préparer le bateau et à préparer le premier voyage de Piano-Océan qui a eu lieu en Méditerranée en 2015. Et tout ça en même temps, bien sûr, en faisant des concerts, en écrivant des disques, parce que vous vivez, enfin, tu vis et tu finances tout ça uniquement grâce à ta musique. Il n'y a pas un millionnaire quelque part, Il y a un crédit à une la banque, fondation. hein, quand même. Il y a un gros crédit, Ouais. il y a un gros crédit quand même. Ouais. En gros, non, il y a un crédit à la banque comme on achète, comme on s'embourgeoise en achetant des maisons, on s'embourgeoise aussi en achetant des Mais il y a une banque. Non mais banque. sérieux, alors il y a une banque qui vous a suivi. Il y a une banque qui vous a suivi. Vous êtes arrivé j'aurais voulu le voir le rendez-vous avec le banquier. Alors voilà. Ouais, moi aussi, parce qu'on s'est fait virer de plusieurs banques, mais un jour, je suis tombée sur la banquière que tout le monde rêve d'avoir, une dame Ne donne absolument pas son nom. extraordinaire, dont je ne citerai pas le nom parce que voilà. Sinon tout le monde va aller la voir. Oui bonjour, je voudrais faire de la trompette dans une camionnette. Mais voilà, elle a tellement aimé l'histoire en fait, et ça, elle me disait que voilà, de jour en jour, les gens arrivaient dans son bureau moroses et tristes, et que là, elle avait cette histoire qui arrivait dans son bureau, et elle a tout fait pour m'aider à pouvoir acheter le bateau. Ah, c'est chouette. Et donc ça, voilà, je l'ai fait sur fonds propres, et après
l'idée, c'était de définir un système pour que le projet puisse être indépendant, parce qu'on tenait vraiment à cette indépendance aussi et à cette liberté aussi de création. Et de choisir les destinations, de choisir les musiciens avec lesquels on allait enregistrer au fur et à mesure, et voilà, d'avoir cette grande liberté-là. Et en fait, on s'est rendu compte que, déjà, l'accueil du public a été tout de suite, dès la première saison, dès le premier concert, immédiat et très fort et très chaleureux. Mais, attends, parce qu'on n'a pas dit comment ça fonctionnait. Donc, vous arrivez dans des ports, vous organisez des concerts dans les ports, et les gens se mettent autour du bateau, enfin sur le port. Sur le quai, visualiser des trucs, voilà, sur le quai. D'accord. Et c'est grâce à ça, pour revenir à ce que je disais, c'est grâce aux concerts et aux ventes d'albums que vous financez toute l'histoire. Exactement. D'accord. Et toi, Annelise, t'arrives comment là-dedans? Alors, comme elle vous a dit, du coup, on est amis depuis très longtemps. On a commencé à jouer de la musique et puis moi, j'ai fait mon propre chemin de photographe. Et du coup, quand le projet a eu besoin d'un coup de main, j'ai commencé juste par l'aider. Et puis la suite a continué. Elle a appris à naviguer avec moi. Oui. Du coup, je lui ai appris à naviguer quand on est partis en bateau toutes les deux. Et Annelise, donc, avait roulé sa bosse en tant que photographe un peu tout autour du monde, a commencé à être reporter à bord du bateau. Tu es celle qui raconte l'histoire. Exactement. Ouais, okay. La conteuse photographe. Et jusqu'à présent, donc vous êtes parti de Sète et vous avez fait quoi, un tour en Méditerranée? On a fait une première saison de navigation de 6 mois en Méditerranée. Ensuite, on a rejoint les côtes de la Bretagne. Ouais. Là, on est resté 2 saisons de suite, en 2016 et 2017, parce qu'il y avait énormément de ports qui voulaient nous accueillir en Bretagne. Et, ça marche bien. Comment ça se passe? C'est toi, vous téléphonez dans les... C'est moi qui organise les tournées, ouais. Donc en fait, pendant l'hiver, là, en ce moment, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je dessine un itinéraire, je regarde un petit peu les événements qu'il y a sur la route, et après, je contacte les ports et j'organise l'itinéraire en essayant d'être le plus logique possible. C'est-à-dire que quand on navigue en bateau, on essaye de pas faire des allers-retours dans tous les sens. On essaye d'avoir de la marge, de prévoir. Si on a 2 jours de navigation pour le prochain port, on va prévoir plutôt 4 jours. Au cas où il y a un coup de vent, au cas où il y a trop de houle, voilà. Oui, puis c'est peut-être bien de rajouter, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir cette échelle de vitesse. En fait, il faut quand même savoir qu'avec un voilier, en avançant bien, on avance à peu près entre 8 et 10 km/h. Ouais. Donc on est extrêmement lent, donc effectivement, ça demande aussi une organisation à part entière. Voilà. Ouais. Et attends, juste en Méditerranée, vous êtes allé où? Quand tu dis en Méditerranée, on a fait la façade méditerranéenne française, en gros de Collioure à Théoul-sur-Mer, Nice, ce coin-là, et tout le tour de la Corse. D'accord. Au début, c'était un peu le coup d'essai, j'imagine. Tu parlais avec ton rafio, là, t'es là la première fois. C'est un peu ça, parce qu'on avait appelé cette tournée-là la tournée test, en se disant, ça va être les premiers concerts du piano sur le bateau, ça va être la première tournée, etc. En l'occurrence, on n'avait pas bien pris la mesure des choses, donc on avait dit oui à tous les ports qui nous avaient invités, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à traverser le golfe du Lion en long, en large et en travers tous les 2 jours. On a fait 2000 milles en 6 mois, c'est dingue, on n'a pas arrêté. Et on a corrigé le tir après cette tournée, qui s'est très bien passée sous plein de plans par rapport au projet. Mais par contre, on a eu des galères monstrueuses pendant 6 mois. On a les voiles qui se sont déchirées entre la côte et la Corse, des soucis techniques dans tous les sens. Et surtout, de se dire qu'on est parti pour bien 15 ans de voyage et qu'on peut pas foncer. En bateau, on peut pas foncer, en fait. Et surtout, ce qui nous a manqué, c'est de prendre le temps. On s'est dit, ce qui nous est important, c'est d'arriver dans un port et pas de juste jouer et se barrer, en fait. Ça a aucun sens. C'est de rencontrer les gens qui y vivent, de rencontrer les musiciens qui y jouent, les histoires qui s'y racontent, et d'emmagasiner tout ça pour composer des nouvelles histoires et aller les raconter un peu plus loin. Donc combien de personnes par concert? Le public? Entre 10 et 2000. D'accord. T'as dit un truc important, on va revenir dessus tout à l'heure. T'as dit c'est un projet de 15 ans. 15 ans, c'est une vie presque. Enfin, c'est un vrai morceau de vie. Je dis 15 ans parce que souvent on me demande... Ça peut être 20, ça peut être... Voilà, on verra bien. On dit que c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. On y revient on va écouter. Dans un instant, David, on peut l'avoir au téléphone. On sera avec David qui revient d'Australie. Mais ce serait bien quand même, on parle de... Comment tu qualifierais ta musique? C'est quoi comme style? J'aime à dire que c'est de la folk, puisque ça parle juste des histoires des gens.
mais principalement des gens que l'on rencontre et des histoires qu'on nous raconte. Donc j'aime à dire que c'est de la folk, sauf que souvent quand on dit folk, on imagine une guitare et une voix, mais là c'est avec un piano. De la folk piano, sur un bateau. On écoute un extrait. Comment s'appelle le morceau ? Il s'appelle Mad as We Are. Ça veut dire fou comme nous. Et c'est une métaphore de l'océan qui, en fait, avec toutes ses humeurs, nous ressemble beaucoup. C'est comment dirais-je, c'est touchant comme musique. C'est envoûtant. Oui, voilà, c'est envoûtant. Donc là, il y a un musicien. Tu m'as dit avec toi ? Oui,
Il s'appelle Ronan O'Snodek, c'est un percussionniste irlandais qui joue du bodhran, qui est le leader d'un groupe irlandais de world musique irlandaise qui s'appelle Killa. Et c'est un peu toujours la même configuration, piano, percu, ou parfois il y a autre chose. Configuration D'accord. parce qu'en fait j'enregistre, c'est toujours piano-voix on va dire, mais j'enregistre avec tous les musiciens que je rencontre pendant les escales. Et là par exemple mon tout nouvel album qui sort dans 2 semaines, il y a une harpiste, il y a 2 chanteurs, il y a ce percussionniste, voilà, il y a un human pipe. Donc Et ça, Flo quand tu organises tes tournées du coup de port en port, tu prends contact avec des groupes de musique? Alors Comment je prends contact, oui, avec certains musiciens dont j'ai entendu parler ou alors je sais qu'ils se trouvent dans ce coin-là. Après aussi, je les rencontre parce qu'on sort le piano sur le pont et que forcément, il y a souvent des musiciens et particulièrement en surprises, Irlande du coup, ouais. qui débarquent. Ouais. Là, on sent bien une inspiration celtique, on va dire. On peut pas le nier. Voilà. Bon, c'est aussi parce que. Alors, est-ce que c'est parce que tu es resté beaucoup dans ce coin-là? Ou parce que non, la question suivante, c'est mais une fois que vous irez plus loin, parce que le projet on en parlera après, mais va vous mener plus loin dans le monde. Et le but, c'est de faire le tour du monde. L'idée, c'est de faire le tour du monde. Je sais rien. Quand vous arriverez dans des contrées autres, Amérique du Sud ou quoi, est-ce que tu te laisseras influencer par la musique locale ou... Oui, c'est l'idée. En fait, bon là, pour le coup, oui, je suis vraiment bien dans mes basques actuellement en Irlande parce que c'est mon bagage culturel, on va dire. Après, quand on était en Méditerranée, par exemple, j'essaye aussi de composer dans les langues locales. J'ai composé une chanson en occitan, une chanson en catalan, avec des sonorités qui n'étaient pas les miennes à la base, voilà, que j'empruntais plutôt à la culture locale, etc. Donc j'imagine que quand on arrivera à Cuba, ça sonnera un petit peu moins celte. Après, on se renie pas non plus. Sûrement. Tu qualifierais ça de world music? Ouais, un petit... Ouais. Oui, s'il faut mettre des étiquettes. Il faut un peu de temps en temps pour se repérer, d'accord. Ouais. La musique. David, est-ce qu'il est là, le camarade David? David? Oui, bonjour. Salut David. Ouais, je suis là. T'as survécu alors? T'as Bonjour. échappé aux tarentules, aux serpents, aux crocodiles et tout y quanti? Ouais, mais on s'était parlé, j'étais en plein désert du New Harbor, je me rappelle. Alors on s'était parlé, Et, je sais plus. c'est bon, j'ai survécu, je suis de retour. Attends. On s'était parlé dans Allô la planète, on s'était parlé sur RTL, non? Si, oui. Sur RTL, on s'était parlé. Voilà. Ah, pas dans Allô la planète, pas encore? T'étais pas venu? On s'était raté? Non, c'est une première. Alors, mais si, non, il était pas venu dans Allô Non, la non, planète. non. En fait, on devait le prendre déjà dans une émission précédente. D'accord. Et on t'avait raté. Ok. Et t'as été confiné en Australie? Oui, mais ça a été le plus gros de toute l'expédition qui m'a posé de grosses difficultés, ouais, justement. Alors, rappelle-nous un peu. Donc là, tu rentres, t'as fait toute une traversée de l'Australie, tout le désert. Non, toute l'Australie d'ailleurs au départ. L'idée, c'était ça, hein, est-ouest. En fait, je suis le point le plus à l'est et Attends, il y a un problème de téléphone avec le camarade David. On l'entend plus du tout. donc 5000 kilomètres de traversée. Attends, parce que là, Attends, on t'a t'a perdu, raté. on Est-ce a que perdu tu la peux moitié de la répéter? phrase. Ouais, vas-y. T'es parti d'où à où? Non. Ouais, tu m'entends là? Ouais, là, ouais. Je sais pas où t'es, mais bouge plus. En fait, je suis parti de. Non. Ok, je suis parti de Byron Bay, donc le point le plus à l'est de l'Australie. Castille Point est donc le point le plus à l'ouest. À pied. Au départ, l'idée, c'était de tout faire à pied, hein. Alors, voilà, au départ, je voulais tout faire à pied. Donc, on avait une organisation avec mon épouse Jennifer et mes amis Cyril et Marianne qui devaient me rejoindre pour me ravitailler dans le désert. Et puis, dès qu'on partout dans le monde, le confinement nous est tombé dessus, donc j'ai dû revoir un petit peu les projets. Donc, j'ai opté pour le vélo puisqu'ils pouvaient plus me rejoindre, hein, du coup, vu que tout le monde était confiné. Et donc, j'ai fini la traversée à vélo et tout seul. Alors, il faut s'imaginer, les gens qui connaissent pas l'Australie, t'es quand même en territoire hostile. C'est vachement dur de traverser tout ça. C'est pas très humain. Il y a pas. Ouais. Alors après, j'ai quand même. Non, ça coupe tout le temps, mon cher Stéphane. Bah, Une Ah, c'est chez toi. watch. Attends, ça marche pas. David, on t'entend très mal. Essaye de trouver un endroit. On va David, on va te rappeler. Essaye de te mettre sur le balcon. Je sais pas où t'es là, mais trouve un endroit où on capte mieux parce que ça coupe tout le temps. D'accord? Stéphane te rappelle. Pouf, il est plus là. Ok. Ok. Ok, à tout de suite. Voilà. Je reviens à Anne-Lise et Marie. Alors toutes les deux, là vous êtes en France par exemple. Pourquoi? Vous faites des breaks régulièrement? Comment ça se passe? En fait, on peut pas naviguer toute l'année.
particulièrement dans les endroits où on est là, même en Bretagne, mais en Irlande, en Écosse et plus tard. En gros, les saisons de navigation où on peut naviguer, c'est de mai à septembre. Donc pendant l'hiver, en fait, c'est le moment où déjà on digère tout le voyage, où on organise la tournée suivante et où on fait aussi toute la restitution de notre travail, c'est-à-dire qu'on sort les albums. Anne-Lise vient de finir la réalisation de notre film. Et c'est là où on présente aussi au public qui nous suit en France depuis le début, le voyage qu'on vient d'effectuer. Ça fait du bien de s'arrêter. Ça fait du bien de quitter le bateau par moment pour revivre un peu sur la terre ferme et arrêter de naviguer, quoi. Ouais. Ouais, hein. Ouais, sans mentir, oui, c'est vraiment. Alors autant on trépigne d'impatience au mois de mars là, quand la tournée va bientôt recommencer, quand on va reprendre la mer, on n'en peut plus, on a vraiment qu'une envie, c'est de hisser les voiles. Autant fin septembre, ça commence à tirer. On est dans un huis clos quand même exigu. Il faut savoir que le bateau, c'est le moyen de transport le plus compliqué, ouais. Le plus lent, le plus désagréable. Tu peux être malade, tu peux avoir peur, tu peux flipper. Il y a la météo, tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé. Et donc tout ça additionné à une tournée, c'est-à-dire où il faut être là pour les concerts, plusieurs concerts par jour des fois, etc. On envoie vraiment, j'ai envie de dire, on envoie vraiment du pâté pendant 4 mois et on finit rincé. C'est nécessaire, cette pause. Au-delà des histoires de météo. C'est ce que j'imagine. Vous étiez malade, vous avez été malade sur le bateau? Ouais. Alors le capitaine, donc Marek, elle est rarement, très très rarement malade. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Moi un peu plus, mais moi j'ai peur de l'eau. Donc déjà ça rajoute une petite dimension, parce que le mal de mer est quand même légèrement accentué par la peur du coup. Donc oui bien sûr. Est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce qu'au bout d'un moment on n'est plus malade? Non. Non, de toute façon. Alors comment dire, si on s'amarine, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'évidemment ton corps finit par comprendre. Le mal des transports, c'est souvent simplement lié aussi à l'oreille interne, donc évidemment au bout d'un moment le corps se fait au fait qu'on est sur un élément qui est tout le temps en train de bouger, hein. Il faut imaginer, donc c'est des micro-mouvements permanents, même quand c'est calme finalement c'est en mouvement. Donc bien sûr on peut s'y faire. Après quand la mer est mauvaise, on est malade en fait, et ça peut durer 17 heures. Si la traversée dure 17 heures, on est malade pendant 17 heures. Le piano, lui, il est pas malade? Parce qu'un piano, ça s'accorde tout le temps, c'est ce que j'allais dire. C'est un petit animal fragile quand même. Le piano ne vomit pas, mais par contre le piano se désaccorde. Et parallèlement, du coup, quand tu parlais de la préparation du projet, etc., par quoi t'as commencé, j'ai aussi passé, j'en suis à ma 5e année, une formation d'accordeuse de piano. Pour pouvoir l'accorder moi-même sur le bateau, parce que des accordeurs de piano, ça court pas les rues, et plus on s'éloigne, en fait, moins on en trouve. Parce que moi, j'avais cru savoir qu'un piano, dès qu'on le bouge, il faut le réaccorder quelque part. Donc alors, en fait, faut l'accorder tout le temps. C'est pas tant les mouvements, c'est pas tant le fait que le bateau bouge et que du coup le piano bouge qui dérange le piano, c'est les variations. C'est les variations d'hygrométrie, donc d'humidité dans l'air et de température. Et sur un bateau, on a des grosses variations d'hygrométrie et de température, qui fait que quasiment à chaque concert, en fait, je réaccorde le piano. Ouais. On a David ou pas alors? On réessaye David, on fait une tentative. David? Oui, je suis là. C'était quand même plus facile de te parler quand t'étais dans le désert australien qu'en France. Mais en fait, ça captait mieux là-bas, effectivement. Ouais. C'est bizarre, hein. Donc, t'es où en France? Alors moi, je suis dans le sud-ouest, à Pau. D'accord. Ça te fait du bien aussi d'être rentré? T'es content? Oui. Franchement, j'étais très content de finir l'expédition. Enfin, très content d'avoir réussi et très content aussi de rentrer. Ça a été quand même très éprouvant. 6 mois. Ça a duré 6 mois, hein, c'est ça, la balade. Ouais, voilà, 6 mois pour traverser toute l'Australie d'ouest en ouest, pardon. D'est en ouest, ouais. Attends, j'ai des problèmes avec l'est et l'ouest, moi. Oui, d'accord. D'est en ouest. D'est en ouest. Il y avait un but dans tout ça, ou c'était juste une promenade, une balade? Non, le but en fait tout simplement, c'est un jour j'ai fait une liste de tous les rêves que je voulais réaliser. Donc voilà, j'avais à l'intérieur d'effectuer une très longue marche. Et voilà, donc après j'ai étudié le parcours pendant 2 ans et je me suis lancé là-dedans. Et
Et voilà, j'avais envie de réaliser un de ces rêves. Donc. On a une vision. Alors moi, le désert australien, j'ai traversé en voiture, hein, nord-sud. Moi, j'ai pas fait marcher avec les tarentules, c'est pas bon. Voilà. Mais rien que ça, rien que cette traversée, je me rappelle, c'était dans une toute petite voiture. Rien que cette traversée, on comprend qu'on est en territoire très hostile. C'est très dur. C'est c'est fou, quoi. Que ce soit le climat ou les animaux autour. Moi, je me suis retrouvé avec un serpent dessous de la tente au petit matin, en pleine nuit, des dingos qui sont venus voir un petit peu ce que je faisais là. C'est assez impressionnant. Ouais. Les dingos, c'est des chiens sauvages, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, des chiens sauvages. Alors quand ils sont tout seuls, ils sont pas dangereux pour l'homme. C'est plutôt quand ils sont en meute. Et là, il y en a 2 qui sont venus une nuit, un petit peu renifler autour de la tente. Et bon, j'ai réussi à les chasser. Après, je les entendais hurler à la lune. C'était quand même une expérience assez insolite à vivre. Ouais. La nuit dans le désert australien, c'est sublime. Hein. Ouais, super, très très étoilé. C'était magnifique. Mais après, c'est vrai que je n'osais pas tellement sortir non plus. Au moins dans la tente, je me sentais à l'abri. C'est ballot. Qu'en pleine nuit, tu peux marcher sur un scorpion, sur un serpent. Oh, c'est con, ça. T'es à l'autre bout du monde, t'as le plus beau ciel étoilé de l'univers. Tu dis, il y a des tarentules, des machins dehors, j'y vais pas. Tu te baladais, parce qu'il y a des moments, il n'y a plus rien. Donc t'es obligé de te balader, d'être en autonomie pour manger, boire. Oui, voilà. En fait, j'avais avec mon vélo, j'avais un chariot sur lequel j'avais chargé tout mon matériel, donc que ce soit la tente, mes affaires, mon eau, ma nourriture. Et mais après, c'est vrai que quand tu traverses, par exemple, le désert du Nullarbor, il fait 1400 km, donc tu peux pas amener de l'eau pour plusieurs semaines. Donc je comptais sur les gens que j'allais croiser, qui étaient en voiture ou en camion, qui s'arrêtaient à chaque fois que je faisais signe pour me ravitailler. Le désert du Nullarbor, c'est lequel? C'est le centre, là? C'est le milieu? C'est le Red Heart? Non, il est tout au sud. D'accord. Et t'as traversé le rouge, là, au milieu, là? Non, alors c'est ce que je voulais faire au départ. Ouais. C'est ce que j'avais prévu de faire, mais avec le confinement, les frontières fermées entre les États, j'ai dû revoir le parcours en cours de route, donc je suis passé plus par le sud. Est-ce que tu t'es fait peur par moment? Parce que moi, on me disait toujours, fais gaffe, là, j'étais dans une petite voiture, on me disait, fais gaffe, prends pas des pistes à droite ou à gauche, tu vas te perdre et puis tu vas mourir. Donc... Non mais alors, je rigole, c'est un peu. On parlait de bateau avec Annelise et Maric. Quand t'es dans le désert, c'est dangereux la mer, et quand t'es dans ce désert australien, c'est les mêmes dangers. C'est-à-dire que tu peux te perdre, tu peux. Ouais, bon, justement la fois où j'ai eu le plus peur, c'est en plein désert où j'ai failli mourir noyé justement. Noyé en plein désert. Un gros orage, c'est tombé pendant 5 heures, et là où je me trouvais, l'eau et la boue sont montées, j'ai commencé à être inondé, donc j'ai passé la nuit assis dans l'eau à essayer de sauver mes affaires, et j'avais nulle part où m'échapper. Donc là, c'est vrai que j'ai eu assez peur et je me suis dit quand même c'est assez con. Si tu meurs noyé dans le désert, ça va faire bizarre, quoi. Ah ouais. Quoique c'est pas mal sur la pierre tombale, noyé dans le désert. C'est bien, ça a de la gueule. C'est con, t'es mort, mais ça a de la gueule comme mort. Est-ce que tu croisais du monde? Enfin, qui habite dans ces coins-là? Alors, t'as toujours des petits villages où t'as une ferme, des exploitations agricoles qui sont plus grandes qu'un département français. Et puis sinon, en cours de route, il y a toujours des stations-service qu'ils appellent les roadhouse, où là, t'as de l'essence, t'as de quoi manger, boire, te doucher. Donc c'est vraiment les points que je fixais sur la carte, les buts que je me fixais à atteindre pour pouvoir me ravitailler. Ces pubs, c'est vraiment les seules personnes que j'ai rencontrées des fois pendant plusieurs semaines. Ouais. Pas d'aborigènes? Alors les aborigènes, c'est assez dur de les rencontrer, d'avoir un contact avec eux, parce qu'ils sont quand même un petit peu à part dans la société. Il m'est arrivé d'en rencontrer, mais le contact était quand même assez difficile. Ouais. Et ces pubs là que tu racontes, t'appelles ça les roadhouse, c'est les pubs qu'on trouve tout au long de la route, là où tu trouves de tout. Des immenses des stations-service qui sont quand même bien aménagées, où comme je disais, tu peux te doucher, tu peux dormir. Il y a un côté. Il y a un côté chercheur d'or, tu sais, baraque de chercheur d'or, quand tu rentres là-dedans, les gars ils vendent tout, des armes, des médicaments, des pelles, des boîtes de conserve, ça fait pharmacie, ça fait restaurant, ça fait bar. Tu peux dormir, ouais. Et d'ailleurs, quand tu traverses en voiture, ils te disent toujours, il y a toujours parce qu'il faut jamais conduire la nuit quand t'es dans une petite voiture sur ces coins-là, parce que tu te fais exploser par soit un road train, tu sais, les gros camions là, soit une vache, soit un kangourou. Enfin bon, puis le kangourou, contrairement à ce qu'on croit, ça fait 2 mètres. Donc, et donc ils te disent attention, prochain roadhouse dans
1 heure, dans une demi-heure, et après tu sais que le prochain est dans 5 heures, et tu t'arrêtes en fonction de l'heure où t'es. Ouais, voilà. C'est ça. Alors moi, c'était plutôt, je comptais plutôt en jours, mais c'est ça, ils sont quand même indiqués, et ça te donne des buts, et ça permet aussi de calculer ton ravitaillement de Rodos en Rodos. Qu'est-ce que tu vas chercher dans des trucs comme ça, toi? Faut y aller quand même. Moi, c'est tout simplement ce qui me rend heureux, quoi. C'est réaliser mes rêves. Je dis, j'ai toute une liste là. J'ai pas encore fini, j'en ai encore quelques-uns à réaliser. Ah, c'est quoi le prochain? Je sais pas. Alors, quand j'étais sur mon vélo en plein désert, je me disais, punaise, mais qu'est-ce que je fais là? La prochaine aventure que je fais, ce sera quelque chose au moins avec un moteur. Et puis, donc une moto, un scooter, une voiture, n'importe quoi. Et là, je sais pas, j'ai bien envie de repartir un petit peu vers les altitudes parce que j'aime bien la montagne. Donc j'avais fait les ascensions du Kilimandjaro, du Mont Blanc, et là j'aimerais bien, je sais pas, monter un 8000 mètres, voir si j'en suis capable. Il y a quand même un côté exploit sportif et physique dans tes histoires. Ouais, alors pour la petite histoire, en fait, quand j'étais, je pense que ça vient de mon enfance. Quand j'étais enfant, j'étais très très asthmatique. C'est-à-dire, je pouvais même pas monter un étage à pied. J'avais pas le droit de rigoler, j'avais pas le droit de courir, rien du tout. Et maintenant que je suis complètement guéri, j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire tout ça, quoi. Et prouver que c'est possible. Ah ouais, c'est marrant la motivation quand même. C'est. Et à beau matin, t'as fait la liste de tous les endroits où tu voudrais aller, et enfin tout ce que tu voudrais faire, et maintenant c'est parti, quoi. T'en fais un de temps en temps. Ouais, dès que je peux. Voilà. Après, ça met du temps à organiser. Là, par exemple, l'Australie, j'avais travaillé dessus pendant 2 ans. Ouais. Et voilà, là, le prochain, cette idée du 8000 mètres, ce sera peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. J'ai pas après de date de deadline, quoi, mais c'est dans les projets, ouais. C'est quelque chose, hein, les Australiens là-bas. On sent quand même les types, on sent le pionnier, quoi. C'est du sévère. Ils font tous 2 mètres de haut, 2 mètres de large. C'est des cow-boys, hein. Ah ouais. Non, ouais. C'est fou, hein. C'est Mad Max, hein, un peu l'ambiance. Ouais. Ils sont costauds, les gars. Ouais, mais après, je pense que le fait de croiser un type tout seul à pied ou à vélo en plein désert, ça a attisé un petit peu leur curiosité, et j'étais quand même bien mieux accueilli, je pense, que le backpacker à Sydney ou à Brisbane. Non, c'est marrant parce que moi, dans c'est quoi la ville au milieu là? Attends, il y a Cooper Pedy en bas, au-dessus. Alice Springs, j'avais vu alors, ça doit plus exister maintenant avec Internet, mais à l'époque, le gars, un prof, il faisait l'école par radio HF pour tous les gamins qui étaient dispatchés dans tous ces fermes qui sont à des milliers de kilomètres les unes des autres, parce que c'est, comme tu dis, c'est des exploitations qui sont grandes comme des départements français, et c'était vachement touchant parce que le gars, il était là avec son micro, il faisait l'appel, il faisait John, puis t'entendais une petite voix qui est présent, monsieur, qui arrivait de je ne sais où. Franck, oui, présent, monsieur. C'était vachement touchant. Hein. C'est étonnant leur mode de vie là-bas. Les gars, ils sont, enfin, et t'as traversé tout. Ouais, c'est vraiment un monde à part. Ouais. On n'imagine pas. Ouais. Bon, pour l'info, en ce moment, il y a les Qataris qui rachètent tout ça. T'es au courant, ça? David? Non, je savais pas. Non. Ouais, le Qatar rachète des exploitations entières pour être autonome en nourriture. Et donc, ils vont voir les fermiers australiens, et ils leur disent bon, j'achète tout le truc là. L'autre il dit non, alors ils rajoutent des zéros sur le chèque jusqu'à ce que le gars dise oui. Et leur idée, c'est d'avoir des exploitations qui leur appartiennent partout dans le monde pour être autosuffisants en nourriture et après importer la bouffe. D'accord. Ouais, donc les Qataris sont en train de racheter les fermes australiennes. Je dis ça comme ça, j'ai vu ça l'autre jour. Eh ben mon cher David, merci. Tu vas en faire quelque chose ou c'est juste dans ta tête toute cette histoire? Oui, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, et puis j'ai pris pas mal de photos et de vidéos pendant toute l'expédition, donc essayer de monter un petit film et de présenter après dans les médiathèques, les écoles, des choses comme ça. Ouais, tu nous en enverras, tu nous en enverras des bouts, des photos. On met des photos. Avec plaisir. Ouais. Oui, on peut mettre des photos, oui, si tu as des photos. Merci David. À bientôt. Merci à toi Eric. Bye. Attends, je reviens avant de parler. Salut camarade. Avant de parler avec Daniel, juste Marie, un petit mot là. David nous disait que c'était, il avait fait une liste comme ça de choses qu'il avait envie de faire dans sa vie. Toi, cette idée, ce projet, enfin vous deux, ce projet de vivre autour du monde sur un bateau avec un piano, c'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps. C'est un fantasme de gosse. C'est venu comment? Ouais, c'est quelque chose qui mûrit depuis très longtemps. Je pense que c'est arrivé vers l'adolescence, on va dire, à la lecture d'un petit livre qui s'appelle Novecento Pianiste de Alessandro Barrico, la légende du pianiste sur l'océan. Ah. Et depuis cette époque-là, en fait, oui, j'ai dirigé mes pas vers ça. Par contre, pour le coup, c'était ça qui était sur ma liste. J'ai pas une grande liste derrière, en fait, de pouvoir vivre ça le plus longtemps possible, le plus loin possible, le plus
lentement possible et le plus justement possible me va bien. On va y revenir dans un instant. Il y a Daniel qui est à côté de toi. Alors tu peux lui passer le casque et le micro. Voilà, merci. Bonjour mon cher Daniel. Bonsoir. Enfin, je te dis bonjour. On est ensemble depuis midi, Oui. en train de boire des coups. Donc, Bienvenue au micro. voilà, bienvenue au micro. C'est toi qui as inventé un festival donc à Mâcon. Disons que c'est pas moi qui l'ai inventé parce que le festival il date depuis 2010. Oui, ça devait être la 12e édition. là. Ça devait être la 12e édition cette année. Et puis moi j'ai repris la présidence du festival il y a à peu près 5 ans. Vous y êtes allés, Flo et Steph? Oui, on y Ouais. est allé l'an passé. Vous avez fait Un des très émissions beau là-bas, festival. ouais. Oui, oui. Quand on dit un festival de voyageurs, là, il y en a des wagons, des festivals de voyageurs. Le tien, il est. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi? Ouais. C'est des films, c'est des concerts, Nous, quoi c'est un festival qui est un petit peu avec une particularité, puisqu'on invite autour des projections de films, donc d'aventuriers, on invite aussi des stands d'associations amies, hein, moi j'appelle ça les associations amies, qui œuvrent soit dans l'humanitaire, soit dans le milieu du handicap, qui a trait finalement à l'aventure. Et en plus, on invite beaucoup d'expos photos. Et cette année, ça devait être grandiose, puisqu'on prenait encore une dimension supplémentaire, puisqu'on allait être accueillis dans un hall encore beaucoup plus grand que l'an dernier. Avec un peu plus de choses encore, un concert dessiné qui était prévu. Oui, un concert dessiné le vendredi soir qui était prévu. Et... Un concert quoi? Un concert dessiné. Voilà, j'avais entendu parler, je connaissais les conférences gesticulées. De mais alors, l'accordéon, hein, c'était ça. C'était un groupe d'accordéon, voilà. Et à la fois, donc il y a... Vas-y. C'est quoi un concert dessiné? Un concert dessiné. Alors lui est à l'accordéon et sa dame, eh bien, elle le peint. Elle fait parce qu'à l'origine, elle fait du carnet de voyage. Donc du carnet de voyage. Donc elle fait des croquis Donc elle fait des croquis en live et ça se projette. Elle fait ça sur une tablette et ça se projette sur un grand écran. Donc cette année, pas de bol, arrive le Covid. Donc j'imagine que il a été annulé. Ah oui, parce que ça fait quand même 1 an qu'on bosse dessus. Hein, on a fini la précédente édition, qu'on attaque déjà la suivante, et du coup parce qu'il faut demander les financements, il faut demander tout un tas de choses, la programmation, tous ceux qui vont intervenir, et du coup là patatras avec le ça devait être quand? 6, 7 et 8 novembre là qui arrive, et du coup il y a eu la première chose, on est passé en couvre-feu. Le couvre-feu, on nous a dit faites attention, il faut faire des sens de circulation dans le festival, tout ça. Bon, on avait un peu aménagé nos trucs. Et puis c'est tombé, vendredi matin, du coup plus personne debout, plus le droit de circuler dans les allées, plus le droit de rien. C'est-à-dire que les gens arrivaient dans le hall et ils allaient au film et ils repartaient. Alors nous, du coup, on n'a pas. Ça parle bien dans le micro, s'il te plaît. Là, du coup, nous, on n'a pas adhéré à cette solution-là parce que c'était un peu une manière restrictive de présenter le festival cette année, quoi. Donc, oui, t'as appris l'annulation là hier. Ah bah oui, là on a fait une réunion hier soir. Hier soir, on a fait une réunion pour décider si oui, on maintenait que les projections ou si on l'annulait carrément. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que c'est des frais qui sont engagés, c'est de l'argent, j'imagine qu'il y a des partenaires, il y a des gens qui doivent venir. Qu'est-ce qui se passe? Vous reportez tout? Alors maintenant, ça va être aussi un boulot de post-annulation, puisqu'il y a tout à prendre contact avec ceux qui nous subventionnent, prendre contact avec les sponsors, annuler tous les associations amies qui devaient venir. Le programme du coup est fait pour l'année prochaine, parce que je pense que si tout le monde est partant pour l'année prochaine, on va réinviter les mêmes, et puis voilà. Mais pour autant, c'est encore beaucoup de boulot d'annulation. Vous perdez des sous là? On perd à peu près, pas très peu, parce qu'on n'a pas engagé beaucoup de frais. Hein. On n'a pas un budget énorme, donc on n'a pas engagé beaucoup de frais, mais pour autant, on a 1 000 euros sur une plaquette, quoi. Ça va. Donc ça met pas en danger le fonctionnement économique du festival. C'est ça. Parce que c'est un festival gratuit, payant. Alors jusqu'à 2018, c'était gratuit parce qu'on était beaucoup subventionné, c'était gratuit. Et puis comme on monte en puissance et qu'on fait autre chose autour du festival, donc on a décidé de le faire payant. Mais c'est vraiment des prix modestes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors, Daniel? On attend, on fait des petites prières à je ne sais quel Dieu pour que ça marche l'année prochaine. On espère que l'année prochaine, mais bon, on a aussi des ambitions, c'est de faire tout au long de l'année, peut-être, faire des soirées à thème. Par exemple, là, il y a un film qui est super, c'est La Marche sans fin. C'est un type qui est parti en Alaska et qui a jeûné pendant 10 jours.
Et donc là, Il a jeûné en Alaska. Ouais. Lui aussi, il cherche la difficulté quand même. donc il a jeûné et du coup c'était faire une soirée thématique autour de ça, le jeûne, inviter peut-être des naturopathes, enfin tout ce qui gravite là autour. Attends, le gars, il s'est mis en Alaska, il a rien bouffé pendant 10 jours. Oui. Il est vivant. Oui. Le faites pas, hein, non mais c'est bizarre comme démarche. Et quand du même, coup, oui, bon, c'est les deux, trois premiers jours. A priori, moi, j'ai suivi un peu son truc. Hein, pendant 2-3 jours, il a pas mangé. Puis après, le corps, il va puiser à l'intérieur de ses réserves et il transforme un peu toutes ces choses-là. Bon, bah Daniel, bonne chance. Merci. Pour l'année prochaine. Vous, Annick et vous avez un festival qui va fonctionner. Maric et Anne-Lise, j'y arrive. Voilà. C'est normal, ils défendent vos prénoms. T'inquiète pas, c'est tout à fait comme ça. normal. Qu'est-ce que t'as, Flux? Vous, votre festival, c'est bon, il est maintenu? Enfin, le festival auquel vous allez participer? Alors nous, on a 2 festivals qui sont pour le moment toujours maintenus. Donc le prochain, c'est Voile et Voilier 29-30, c'est ça? 30 au premier, moi j'ai. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Cette mise à T'as agenda. Désolée, tu sais, j'ai la dette de mon train, en fait, donc c'est le 29. Non, mais tu as raison. La projection, c'est le 30, on est d'accord. Mais pourquoi, enfin ça, peut-être que vous savez pas, mais pourquoi ce festival-là est autorisé? Le sien, c'est quoi? C'est une histoire de configuration? Vous savez pas, ouais. Ah non, c'est juste parce que pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Covid en Vendée? Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Le couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu. Voilà. Oui, ce qui veut dire qu'il y a moins de... Voilà. Ouais. Donc pour l'instant, la façade atlantique est pas trop touchée, la Bretagne, la Vendée, tous ces coins-là. Pour l'instant, ils peuvent maintenir leurs événements. Après, ils sont au jour le jour. Hein. Vous en avez vous avez prévu, toi, Marie, toutes les deux, vous avez prévu une date où vous arrêterez ce voyage? Est-ce que vous dites une fois qu'on aura fait le tour, on arrêtera, on fera autre chose? Non, ou vous laissez aller comme ça au jour le jour sans trop savoir où ça va? Déjà, je pense que un peu à la moitié, on n'aura jamais fait le tour. Même si tu arrives à ton point de départ, t'as pas forcément fait le tour de la question. Non, je pense qu'on s'était dit en Méditerranée quand un ami qu'on a rencontré pendant le voyage de Méditerranée nous a posé cette question et il nous a dit comment vous allez faire avec tous les gens que vous allez rencontrer, que vous allez aimer est-ce que vous allez avoir assez de place dans votre cœur pour faire rentrer tout ce monde? Et en fait, on lui a dit, le jour où on n'aura plus assez de place, on arrêtera, je pense. Donc, on arrêtera à ce moment-là. Oui. Parce qu'à un moment, on peut en avoir marre. On a le droit. Hein. Il y a un tas de gens qui en ont marre au bout d'un moment. Ils disent, bon, c'est bon, ça suffit maintenant, toutes ces histoires. Le but, là, après, donc, Irlande. Cette année, on devait partir en Écosse, faire toutes les îles de l'Ouest écossais, les Hébrides intérieurs, extérieurs et finir à Inverness en ayant traversé le canal calédonien. C'est ce qu'on va faire l'été prochain, on espère, parce que cette année, du coup, on n'a pas pu passer la frontière, donc on est resté en Irlande. Et l'idée, en fait, c'est de traverser par le nord, donc Écosse d'abord, ensuite Norvège. On traversera par l'Islande, le sud du Groenland pour rejoindre Terre-Neuve et le Canada. Et ensuite, Après, on verra. Et puis après, il faut descendre, forcément, jusqu'à Panama ou plus loin. C'est ça. Faire le tour, remonter, tout ça. Là, on a à peu près le programme pour les 3-4 prochaines années. Après, on a le temps que ça s'affine pour la suite. Après, il y a le Pacifique, c'est une autre limonade aussi, ça. C'est ça. Ouais. Pas mal, hein. Pas mal. Et bon, choisir, c'est renoncer. C'est quoi il y a un renoncement à votre histoire? J'avais cru ça au début. Quand je suis partie, je me souviens m'être dit, là, Maric, avec le projet de vie avec lequel tu as signé, laisse tomber la vie de famille, laisse tomber tout ça, tu trouveras personne pour te suivre sur un truc comme ça, tu pourras pas avoir d'enfants, ça va pas marcher, etc. Non, en fait. J'ai rencontré mon compagnon sur la première saison de navigation de Piano Océan, on a un petit bébé de 2 ans maintenant à bord, et l'aventure continue. Donc non, pas de renoncement, non. On avance. Pas de renoncement, mais c'est quand même une vie très particulière. C'est une vie sans racines, sans possession, sans... Oui, sans possession, sans racines, non, pas forcément, non. parce que les racines, elles sont... Enfin, voilà, moi, les racines, elles sont posées dans les gens que j'aime, et les gens que j'aime, si j'ai envie de les voir, je les vois. Oui, enfin, quand tu seras de l'autre côté du Canada, ce sera pas aussi simple. Ouais, mais je sais qu'ils sont quelque part. Ouais, d'accord. Et toi, Anne-Lise aussi, pareil? Non, il n'y a pas de histoires pareilles. Non, mais je veux dire, toi aussi, tu as choisi de t'engager là-dedans
T'as choisi cette vie? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est définitivement un choix. Par contre, on est d'accord, bien sûr. Après, voilà, moi, j'aime pas dire, j'en sais rien, ce que je ferai dans 10 ans. Je sais rien si quelque chose d'autre existera ou pas. Au final, je trouve ça juste pour le moment. À moi, j'ai trouvé un équilibre entre nomadisme et sédentarité. J'ai des mois à terre pour construire des projets qui demandent du temps et j'ai mes 2 mois ou 3 par an de nomadisme, de sortir de sa zone de confort régulièrement. C'est aussi continuer toujours à se poser des questions sur le sens. Est-ce qu'on se la recrée? Sinon, la zone de confort, on se la recrée de toute façon partout où on est. Oui, mais en changeant, du coup, on change toujours on change de bulle, mais on se recrée des petites bulles, vous êtes d'accord? Bien sûr, oui, sinon bien c'est pas sûr. vivable. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments, non, parce que sur les 4 mois, est-ce qu'il y a des moments où vous vous mettez en vacances, où tu te dis, bon allez, on arrête un peu là, on s'arrête dans un port qui est sympa, qui est mignon, et on se pose, on travaille pas, voilà. C'est pas nous qui décidons en général de ça, c'est la météo. C'est-à-dire que si, en général, quand il fait beau, quand les conditions sont bonnes, soit on navigue, soit on joue. Et on profite un maximum de toutes les bonnes conditions pour donner des concerts, ou pour naviguer. Donc, par contre, quand la météo a décidé qu'il allait pleuvoir des cordes pendant 3 jours, et ben ouais, là c'est vacances, comme tu dis, on va au pub et on va se boire une Guinness et puis on va rencontrer des musiciens. Je te dis ça voilà. parce que moi-même et des tas de gens qui ont voyagé longtemps, il y a des moments c'est bizarre, mais t'as besoin de te mettre en vacances. Tu sais, t'as besoin de t'arrêter dans un coin, dire bon allez, j'arrête de marcher, j'arrête d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent, qu'on entend beaucoup dans les récits de voyageurs, justement. Ouais. Ils osent pas le dire parce que les gens disent mais non, attends, je vais pas leur dire que je suis fatigué, je prends un week-end. Mais en vrai, t'as besoin de te poser de temps en temps, de prendre un week-end, quoi. C'est idiot, mais c'est comme ça. Vous avez quoi comme statut, juste comme ça pour t'es intermittent? Moi, je suis intermittente du spectacle. Intermittent du spectacle, ouais. Moi, j'en ai pas de statut. T'en as pas? T'es pas à la maison des artistes, un truc comme ça, non? Non, t'as rien? Non. Autour Les photographes ont pas le droit au statut d'intermittent, même si c'est mon travail. Et la maison des artistes, je sais pas. J'ai fait quelques démarches il y a quelques années, et puis je fais beaucoup de choses différentes, en fait. Et du coup, j'ai un statut d'auto-entrepreneur qui me permet de faire des interventions artistiques avec des enfants. Je fais de la radio aussi. Je suis marionnettiste dans un spectacle. T'es marionnettiste? Bah ouais. D'accord. Voilà. Ouais, je bidouille. Non, je dis ça parce que y a aussi tous les petits côtés pratiques qui se posent quand on est malade, on a besoin d'une couverture maladie, de choses comme ça. Vous y avez pensé ou pas, ça? Pas du tout. Non, oui, forcément, quand on. Tant que t'as un bébé en plus, t'y penses. Un petit de 2 ans, oui, et évidemment. Après, franchement, c'est anecdotique par rapport à la préparation de toute une tournée de 40 dates sur 40 île perdue au milieu de la façade ouest atlantique. La démarche administrative, si tu veux, ça va pas nous bouffer la rate. Non, mais c'est bien. Merci toutes les deux. Je croyais que vous vouliez nous faire une petite prestation avant de partir. Oui, Comment on fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Expliquez-nous d'abord. En fait, comme on sort là dans 1 semaine maintenant, notre premier film que Anne-Lise a réalisé, on avait envie de vous lire un extrait de ce film. Et donc c'est Anne-Lise qui va lire un texte qu'elle a écrit en Irlande il y a 2 ans, en 2019, c'est ça? Et moi, je vous chanterai un tout petit extrait du nouvel album de Piano Océan qui sort en même temps que le film. Quand vous voulez. Si vous voulez prendre le micro à la main, parce que c'est plus facile. Non, ça va aller. De toute façon, Maric, je suis plus étanche à rien. Plus étanche à la pluie, plus étanche au vent, au froid de ce gris mois d'été. 4 semaines de pluie quotidienne, au pluriel, seront venues à bout de mon waterproof. Ma peau n'est plus un manteau, mais un gros pull imbibé d'eau. Plus étanche non plus à la moindre émotion que chaque tournée de Piano Océan vient exacerber de son rythme incessant. Tous ces au revoir qu'on essaie de ne pas dire, tous ces à plus tard qui bien souvent traînent trop. Plus étanche du tout. Et je ne suis pas la seule. Mais l'Irlande s'allume alors de ses milliers d'histoires.
parce qu'il semble que là-bas, ils ont écrit une chanson pour chaque colline, pour chaque famille, pour chaque histoire d'amour, pour chaque marin qui n'est pas revenu. Ou un vieil homme de 80 ans vous chante une vieille chanson de son enfance et il a tout à coup 10 ans. Il a des murs écrasés plein les poches, plein les mains, et il porte de larges culottes courtes à nouveau. Et ça me fait sourire, et ça me fait pleurer un peu aussi, et c'est bon. Bordel, ce que c'est bon. Comme le dit mon frère, là-bas, fermier le jour, rockstar la nuit. Après tout, c'est peut-être ça, le véritable joyau de la musique quand elle est partagée. On est tous égaux. On a tous quelque chose à raconter ou des histoires dont on peut se remplir. Et vous savez quoi, il peut bien pleuvoir alors. On s'en fout. On est au chaud dans nos chansons. En gaélique, on ne dit pas sing a song, chanter une chanson. On dit say a song, à raconter une chanson. L'essence même de la folk, les histoires, nos histoires. Dyrt lang vergeleerd, na fargin I hirter tida. Gerboilar his navoltig, en hurricane. Ach du mut kwan agus quillade, Sholtagam sachid. Is nid tarele hashen boil, a fuermer en ilionin. Shin karagan huenye, hamulte la tarenge. She fall to queen and was soul, fall to queen and yell. She unrat na revo, gervol good yo. She squille she, fue to nas bede, fue here tar no. Spere fue eterna, spere. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Pianocéan, donc on vous retrouve sur Internet, il y a page Facebook, site, tout. www.pianocéan.org et après on est à peu près partout sur tous les réseaux. On met le lien, bien sûr, sur le site, sur la web radio Allô la planète. L'album, tu nous l'as dit, sort dans une semaine. Bonne chance à vous et tenez-nous au courant de vos prochains voyages. Merci à vous tous, encore une fois, de fabriquer la web radio Allô la planète. Vas-y, envoie le générique. Non, tu voulais redire quelque chose, Flo? Non, Stéphane voudrait dire un mot. Voilà, vas-y. Je voudrais dire un mot. Le révérend père Stéphane va savoir. Merci, monsieur est trop bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, on cherche le milliardaire toujours pour financer la web radio. Pour l'instant, on l'a pas trouvé, donc du coup. Le nom de la banquière, s'il te plaît, pour financer la web radio. On a lancé un financement participatif il y a une dizaine de jours. On a quelques tipeurs que je voulais remercier ici ce soir. Mélanie, Pauline, Alexandre, Michael, Pierre-André, Virginie, Anne, Paul, Bruno, Alexandre et Franck. Mais un peu de sourire, Voilà. on dirait qu'ils nous ont quittés là. Merci. On vous a aimé tous. On vous aime toujours. Merci à vous pour votre participation à la radio. Et je le dis, je peux. Voilà. Merci Eric de ton. de t'aider. Merci Stéphane, merci à vous tous. Vas-y, envoie le truc. Et à la prochaine, ciao touti, bon voyage et bonne route. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allô, allô? 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 La planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. La planète. Allô?
Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Mon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.
Thank you.